Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 318e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous parler du main event de ce week-end, UFC 313 à Las Vegas. Alex Poatan Pereira qui défend sa ceinture des moins de 93 kg contre Magomed Ankalaev, et c'est l'occasion de s'interroger sur ces notions de GOAT et de pound for pound. Est-ce que ça a vraiment du sens de parler de ces classements dans les sports de combat? Avec moi cette semaine pour en débattre, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube, et commentateur pour RMC Sport, notamment des One Friday Fights. Comment ça va, Baba Diagne? Salut Alex, salut tout le monde, ça va? Bah écoute, super, très bon sujet aujourd'hui encore. On va s'interroger sur les débats qui font débat. Ouais, on va remettre un peu les choses en place et parler un peu historique même de ces grandes notions de GOAT et de pound for pound autour de Alex Poatan Pereira. La nouvelle bête mythique du MMA est de retour dans l'octogone. Roi des chaos spectaculaires, Alex Pereira défend pour la 4e fois sa ceinture des moins de 93 kg de l'UFC ce week-end à Las Vegas face à Magomed Ankalaev dans le combat principal de l'UFC 313. Avec dans le viseur la possibilité de battre un record de John Jones en cas de victoire. Arrivé comme une météorite dans le MMA, sacré dans 2 catégories après seulement 7 combats à l'UFC, le phénomène Poatan continue le chemin qui a fait de lui une superstar ces derniers temps. Et 2 questions de se poser: où le situer dans le classement toutes catégories confondues, et peut-il à terme s'inscrire dans la discussion du plus grand de tous les temps? Avant le choc Pereira-Ankalaev, le RMC Fighter Club ouvre le débat autour de ces 2 concepts, pound for pound et GOAT, qui n'ont en fait peut-être pas vraiment de sens. Alex Pereira est un monstre avec un palmarès terrifiant pour un combattant qu'il est encore plus. That's superior genetics, son. That's some crazy genetics. C'est la plus grande ascension de l'histoire de l'UFC. Ça, le public apprécie. Oh! Et voilà le crochet du gauche! Il n'en fallait pas plus! Wow, comment il va revenir de ça? Comment il va revenir de ça? C'est terminé. Oh, nice job by Yuri. It's a big right hand. Uppercut, hurts Roundtree. Boom! Boom! That's it. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette petite prod autour de Alex Pereira. Petit instant promo pour démarrer, Baba, comme d'habitude. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera sur RMC Sport, hein, comme d'habitude pour cette UFC 313 et ce Pereira Ankalaev. Vous aurez aussi Geji Fiziev en co-main event. On sera en plateau à partir de 1h et les combats à partir de 2h. Plus, vous retrouverez ce soir sur la chaîne YouTube RMC Sport. On est mercredi au moment où on enregistre, on vous rappelle, l'émission La Carte avec Taylor Lapillus et Antoine Simon qui vous décrypte un peu ces 2 combats principaux techniquement de l'UFC 313. Et petit clin d'œil pour Taylor Lapillus, la semaine prochaine vous aurez une belle émission sans doute avec lui, même pas sans doute, et on pourra expliquer beaucoup de choses sur ce qui a fait l'actualité ces derniers temps. On passe à Pereira, mon Baba. Alors avant d'ouvrir ces débats, je parlais, on a pris un peu de recul dans cette émission pour parler de ces notions de GOAT, de pound for pound. Un petit mot déjà quand même sur ce combat contre Magomed Ankalaev. Ça fait des mois et des mois qu'on nous voit Ankalaev comme la possible kryptonite de Poatan Pereira. Est-ce qu'il va pouvoir résister à la lutte du Dagestanais? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Rapidement, on fait pas une preview classique, mais on dit un petit mot rapide. Qu'est-ce que tu penses de ce danger? Est-ce qu'il est vraiment en danger ou est-ce qu'on surestime pas le danger Magomed Ankalaev? Pourquoi je dis ça? Et avant que tu prennes la parole, il a 0 soumission dans sa carrière, Magomed Ankalaev. Alors il peut bloquer le jeu avec sa lutte, il peut faire du grand end-pound. C'est pas non plus un roi de la soumission ou de vous amener au sol pour ça. Qu'est-ce que t'en penses, Baba? Non, factuellement, Ankalaev, depuis qu'il a l'UFC, il privilégie le striking. C'est quelque chose qu'il fait... En tout cas, quand il commence ses combats, quand il approche ses combats, il veut être debout, il veut combattre debout. Les seules fois où il a lutté, c'est quand il était en difficulté contre Blachowicz, notamment parce qu'il avait la jambe qui était entamée par les low kicks. Et encore, c'est pas vraiment, c'est plus de la lutte en réaction plutôt qu'autre chose. Donc, c'est pas un game plan qui a été vraiment autour de la lutte et on n'a pas trop vu faire ça. Souvent, on s'est interrogé sur ses décisions pendant les combats en Ankalaev. C'est toutes ces choses-là qui me font me dire que c'est peut-être un peu surestimé le danger. C'est pas, il faut pas le sous-estimer non plus. Bien sûr. C'est une très grosse menace pour le titre. Grosse série d'invincibilité. Voilà, c'est un très très bon combattant. J'ai peur aussi qu'il se perde. Alors on peut le croire ou pas, hein. Il y a quelques mois il avait dit je vais le boxer. Le boxer, on sait, on en a parlé ici plein de fois de cette mystique de Pereira où les mecs veulent le boxer pour dire j'ai pu tenir et puis tu te prends ton KO et tu te prends ton KO et ta défaite.
j'ai peur qu'en plus, avec la façon dont sa carrière, tu l'as dit en fait, il a privilégié le striking à l'UFC en Ankalaev. J'ai peur qu'il soit là-dedans. Ouais, j'ai peur pour lui. À voir comment il s'est préparé. J'espère qu'ils auront été préparés en humilité et qu'il comprend que son chemin pour la victoire, c'est de le lutter. S'il fait ce chemin-là, il peut gagner, je crois. Si vraiment il vient avec un game plan de la lutte, ça peut être très compliqué pour Poatan, tu vois. Tu citais Blachowicz, qui a le plus embêté Pereira avec cette notion-là. Donc, et il y a quand même des armes debout à faire valoir qui feront qu'il peut toucher Alex, qui peut en tout cas tenir un certain temps. Donc voilà, ce sera vraiment l'inconnu de ce combat, elle est là en fait. S'il décide de striker avec Alex, ça peut devenir compliqué. Évidemment, il peut gagner par KO, parce que c'est des combattants qui sont relativement lourds quand même, hein, c'est 93 kilos, donc 100 kilos dans la cage aujourd'hui du combat. Mais voilà, moi je pense que Poatan, il est favori, pas pour rien. Il a montré avec sa carrière à l'UFC qu'il est capable de faire face à ces gars-là. C'est pour te prendre un peu plus de recul aussi sur tout ça, mais globalement quand même, Alex Pereira, c'est tellement devenu une star quand même. Ouais. T'as l'impression, là ce combat, c'est plus attendu que beaucoup des combats qu'on a eu dernièrement, qu'il y aura même après. Tu vois, tu as l'impression vraiment que c'est un des mecs qui brille le plus et qui attire le plus l'œil maintenant. C'est quand même fou parce qu'il a démarré le MMA très tard. Très très tard, il arrive à l'UFC il y a seulement 3 ans. Et aujourd'hui, c'est la star de l'organisation. Ça va être compliqué de lui disputer ce titre, en tout cas de star, parce que les autres ne combattent plus. C'est ça. Tu vois, par exemple, Chimaev est devenu une très star tout de suite quand il est arrivé à l'UFC, mais il combat pas. Il combat pas. Le truc, c'est Poatan, il a les deux. C'est-à-dire que c'est devenu une star, c'est devenu un combattant très apprécié du public, et tous les 3 mois, tu le vois. Tous les 3 mois, il est en train de combattre en main event. Il sauve des cartes. Quand on l'appelle, il revient encore. Donc le fait c'est mérité. C'est ça que voilà. que je voulais Il est parti chercher. Il est parti chercher le fait qu'il soit apprécié comme ça. Il est parti chercher en combattant autant de fois en 2024 en tant que champion. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et il a respecté le game en fait. Il a ramené quelque chose d'assez old school à ça. Et c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. En fait, j'allais te dire, j'ai cité dans l'intro la bête mythique dont tu parles souvent, mais il réanime un peu des figures du passé. En plus, en restant dans sa caté et à faire plein de défenses à la suite, je trouve qu'il y a un truc vraiment à l'ancienne. Ouais, c'est bien qu'il essaye de. Tu vois, il y a un record à aller prendre, un record très important en plus, surtout pour la discussion qu'on va avoir là tout de suite. Donc, clairement, c'est vraiment. Moi, j'aime bien, c'est la mentalité que j'aime en tout cas, personnellement. Il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite parler d'aller en poids lourd. Il peut le faire, il a le gabarit pour le faire. Mais c'est bien de s'établir aussi un peu, de montrer que c'est quelqu'un qui peut être un champion sur la durée et de faire taire tous les détracteurs. Mais ça, c'est toute la carrière de Poatan. Et après celui-là, en cas de victoire, si ça va en Ankalaev, là tu te dis la montée en lourd, elle est quand même plus logique. Ouais, il n'a pas nettoyé toute la KT en moins de 93, mais je vois plus grand monde à lui mettre en face en fait. Et puis surtout, il aura pris ce record-là, tu vois, de nombre de défenses de titre. Oui. Ça, c'est important. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un marqueur qui fait que tu es resté suffisamment dans la catégorie pour prendre un record qui a duré très longtemps déjà, tu vois. Donc on parle de 4 défenses en 11 mois, puisque la première fois qu'il l'a défendu, c'était à l'UFC 300 en avril dernier. Donc on sera en mars là, pour cette défense contre Ankalaev. C'est mieux que les 4 en 12 mois de John Jones sur la période 2011-2012. Symboliquement, c'est quand même assez fort de battre, on sait, les auditeurs savent assez ce qu'on pense de John Jones pour pas le répéter, Baba, mais symboliquement, de battre un record d'un tel géant de ce sport-là quand même, je trouve que symboliquement, c'est hyper fort. C'est super fort parce que, attention... S'il le fait une nouvelle fois, on ne dit pas que le combat est gagné d'avance. Hein. C'est pas sûr, mais en tout cas, s'il le fait, c'est fort parce que, tout simplement, ce que Jones avait fait à l'époque, c'était fort. C'était fort. Bien sûr qu'il faut respecter ce que Jones avait fait. C'était très impressionnant. On était tous hyper impressionnés à l'époque. On pensait pas qu'on le reverrait de sitôt, quelque chose comme ça. Et finalement, Alex, il est en position de le faire. Et c'est un record très important. Ouais. Alors, on ouvre ces débats qui nous intéressent aujourd'hui, Baba. Il est numéro 3 du classement pound for pound aujourd'hui de l'UFC. Donc, on sait que les classements UFC, on a déjà fait des émissions là-dessus. La façon dont ils sont faits, c'est toujours un peu bizarre. En tout cas, il est numéro 3, derrière Islam Makhachev numéro 1, John Jones numéro 2, et devant Ilia Topuria. Déjà, de base comme ça, toi, t'es d'accord avec ce classement-là pour un Alex Pereira aujourd'hui ? En fait, ça va ouvrir notre débat parce que je pense que ça dépend ce qu'on entend par pound for pound. Ouais, en fait, c'est ça. Mon problème, il est là. C'est que déjà, la définition, elle est compliquée et on n'a pas tous la même définition. Donc, on ne classe pas tous par rapport à la même chose, par rapport aux mêmes critères. Donc, c'est pas de la hate de te dire ça, mais simplement, un numéro 2 qui a été si peu actif dans les dernières années, pour moi, c'est trop compliqué. Oui. Il y a la notion d'activité doit rentrer en Pour moi, il y a une certaine notion d'activité là-dedans, si jamais tu dois le faire. Hein. Toi, si tu dois te plier à l'exercice, la notion d'activité, si tu dois départager des mecs, elle doit rentrer en compte. Si tu fais ton classement sur des critères d'actualité. Voilà, c'est ça la différence en fait. Pour moi, il y a 2 gros critères importants. C'est si tu fais un classement en te basant sur l'actualité, ou si tu fais un classement sur on enferme les mecs dans une pièce, on imagine qu'ils étaient tous à la même taille, même poids, qui gagne.
Ça, c'est pas la même chose. On va rentrer dans ces différents arguments et c'est ça qui devient intéressant. C'est est-ce que tu privilégies un, est-ce que tu mixes tout ça va rendre ce débat, je pense, passionnant pour vous. Est-ce que, et on ferme sur ça et on rentre dans l'histoire de ces notions et le sens de ces notions. Il y en a qui, je le disais dans l'intro, qui commencent à en parler pour le GOAT. Parce que le mec a pris 2 ceintures à l'UFC en 7 combats, depuis, donc il en a défendu une, c'est la 4e fois pour le coup. Il est l'ancien double champion du Glory, on va revenir aussi sur ce qu'il a fait en kick par rapport à ce débat-là. Ça compte pas, mais pour le débat du GOAT du MMA, s'il va par exemple prendre une 3e ceinture en poids lourd, il est dedans. Il est dans la discussion où le run est beaucoup trop court. Quand tu compares à des runs de José Aldo, de Demetrius Johnson, de Georges Saint-Pierre, Fedor. C'est compliqué en fait, parce qu'il a, tu vois, t'as l'impression que il a juste très fortement marqué une période, mais une trop courte période pour le mettre. Ouais, pour moi c'est trop. Pour moi non, il peut pas, c'est trop court. Moi non plus, je pense pas. C'est trop court et la qualité de l'opposition, elle est moindre que celle des gars que tu as cités tout à l'heure. Donc si tu dois classer, si on doit jouer à ce jeu-là, qui pour moi est beaucoup trop tôt, mais si on doit jouer à ce jeu-là, non, il est derrière ces gars-là, pour moi, clairement. Oui, de toute façon, c'est trop tôt. Voilà, il y a des accolades, et c'est important. Tu vois, il a gagné 2 ceintures et tout, et je pense qu'on donne beaucoup d'importance au fait de gagner ces ceintures-là, alors qu'il y a tellement un élément d'opportunité, d'époque, de choses qui fait que tu peux récupérer une ceinture ou pas. Cro Cop, il aurait été champion bien longtemps avant. Si Fedor n'existait pas. Bien sûr. Et là, Cro Cop en kick et en MMA. En vrai, si Adesanya n'existe pas, il y a peut-être pas Alex Pereira. La mystique en MMA. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Vu qu'il n'a pas, tu vois, le passé des 2 combats, des 2 en kick, il n'est pas accéléré vers le titre. Donc ça se trouve, il tombe sur un os en lutte dans ses premiers combats à l'UFC, par exemple, tu vois. Il prend une défaite et c'est jamais le Pereira qu'on connaît. Alors que c'est le même mec. C'est le même gars, et puis voilà, on a beaucoup parlé de la carrière de John Jones, mais et du coup on pense que je respecte pas ce qu'il a fait, pas du tout. La preuve, c'est que pour moi, même si c'est très fort ce qu'il a fait pour atteindre, il faut respecter le run de Jones. Tu dois respecter son run. Il n'a pas pris 2 ceintures, enfin si, il a pris 2 ceintures bien plus tard, certes, et dans les conditions que toi et moi on a suffisamment énoncées pour dire que c'était pas top, mais en tout cas il a fait son run, et juste son run déjà dans sa catégorie originelle, Jones, l'âge à laquelle il est devenu champion, etc. Déjà pour moi il va rester devant Poatan. En tout cas, il va nous permettre un nouveau record, John Jones, puisqu'en mi-avril, Thomas Spinal deviendra le champion intérimaire qui a le plus long règne de champion intérimaire devant Renan Barraoui. Si on m'avait dit ça, à l'époque, je pensais que Barraoui, personne ne battrait ce record. Ouais, parce que c'était long quand même. Parce que c'était l'époque Dominique Cruz, beaucoup de blessures, c'était très circonstanciel, mais je pensais que jamais personne ne battrait ce record. Thomas Spinal va peut-être le prendre. Baba, on ouvre ce débat qui est hyper intéressant avec. Je vais commencer par la notion de pound for pound. Donc, quelle est la notion, rappel aux auditeurs qui connaissent moins, de le meilleur kilo par kilo, donc toute catégorie confondue. En gros, si on met tous les mecs, qui est le plus fort de tous, peu importe la catégorie dans laquelle ils sont. Rappel historique d'abord, d'où ça vient. Ça m'a vachement intéressé en préparant cette émission. D'où vient le pound for pound? Ça vient de la boxe. Clairement, la boxe a une histoire beaucoup plus longue que le MMA. Ça tombe bien, c'est les 2 sports dont on parle dans cette émission, Baba. Beaucoup pointent la naissance de cette notion au journaliste Jimmy Cannon, qui appelle Sugar Ray Robinson, pour beaucoup, dont moi, le plus grand boxeur de tous les temps. Il l'appelle pound for pound dans un article. Mais ça remonte à beaucoup plus ample. Dans un des premiers numéros de The Ring, donc le grand magazine de la boxe en 1922, le fondateur du magazine, Nat Fleischer, il appelle Benny Leonard, champion léger pendant 8 ans, le combattant, entre guillemets, je cite, le combattant qui possède le plus de skills à n'importe quel poids, devant Jack Dempsey et Harry Greb. 3 ans plus tard, 1925, Grant Landrice, un autre journaliste, il écrit un article qu'il appelle Pound for Pound, où il débat de tout ça, où il se demande qui est le meilleur combattant Pound for Pound. Mon vote va à Jimmy Slattery, qui était champion light heavyweight, devant Mickey Walter, qui était un ancien champion en welter et en middleweight. On peut même remonter plus tôt, même avant 1900, j'ai retrouvé des extraits d'articles de la fin des années 1800, où on parle de George Dixon, le Canadien, de Bob Fitzsimmons, de Terry McGovern, comme le plus haut à n'importe quel poids, le meilleur pugiliste, peu importe la taille, et le meilleur même pound contre pound. Plutôt que pound for pound, il disait pound versus pound, ce qui est assez marrant. Le plus célèbre aujourd'hui, c'est celui du magazine The Ring, toujours en place, qui a été introduit en 1989, et qui est toujours en place aujourd'hui. Le premier numéro 1, tu sais c'est qui, The Ring? En 1989 1989. Wow. Chavez? Mike Tyson. Tyson. Mike Tyson devant
Julio César Chavez. Ouais. Tyson est à 36-0, 32 KO. Il n'a pas encore perdu contre Buster Douglas. Et Chavez, à l'époque, est à 62-0, 49 KO. D'accord. Donc le premier pound for pound pouvait déjà nous faire débattre. Parce que je pense qu'il faut mettre Chavez devant Tyson malgré moi, la mystique de c'est le Tyson. premier nom qui m'est venu en tout cas. Exactement. Et le numéro 3, c'est Pernell Whitaker. Ok, dont on pouvait ouais. débattre aussi même par rapport au Ouais, numéro bah, 1. il fallait que Whittaker batte Chavez et puis il a battu. Et il l'a battu. On fêtait les 32 ans hier. Exactement. Les 32 ans de ce vol, un des plus célèbres de l'histoire Ouais. de la boxe. Mais ok, d'accord. Pour le MMA, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même, la première notion de pound for pound, il apparaît avec les rankings UFC. C'est début 2014. C'est quoi le premier top 4 pound for pound de l'UFC, Baba? On 2014, est en février c'est dit 2013. Excuse-moi, 2013. début 2013. Février 2013. Le premier top 4 pound for pound. Il est extraordinaire. Ah oui, ça doit être compliqué. Hein. C'est une discussion de GOAT. Numéro 1, Anderson Silva. Ouais. Numéro ce que 2, j'allais dire. John Jones. Ouais. Numéro 3, Georges Saint-Pierre. Ouais. Numéro 4, José Aldo. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même ouf que leur premier pound for pound, ce soit leur discussion du GOAT quasiment. Ouais, aujourd'hui, ouais. Tu rajoutes Demetrius Johnson, on a les 5 dont on discute à l'UFC en Ouais, tout cas. Ouais, clairement. Ouais. C'est assez fou, je trouvais. Donc c'est devenu un truc hyper important en boxe, notamment. C'est, je trouve, beaucoup plus important dans la boxe depuis très longtemps. Pour citer un boxeur qui nous est cher au cœur à tous les deux, Roy Jones Jr., quand il venge sa défaite par disqualification contre Montel Griffin en 97. Ouais, là, c'est bon. The Ring avait remis De La Hoya numéro 1 à sa place après cette défaite par disqualification, qui était la première de la carrière de Roy Jones. Il regarde la caméra d'HBO après le combat, après sa victoire, et il dit « Remettez-moi à la première place, parce que c'est moi qui le mérite. Ouais. » C'est un des premiers trucs qu'il dit à la caméra. Donc on sent qu'il y a une importance quand même. Pour les combattants, Elle est beaucoup plus, on est d'accord, Baba, elle est beaucoup plus importante dans la boxe que dans le MMA aujourd'hui. Voilà, dans la boxe, c'est beaucoup plus important parce que l'histoire est beaucoup plus longue. Et il y a les noms attachés à ce classement sont très importants. On parle de légende, tout simplement. Et il y a eu tellement de bons combattants qui ont évolué aux mêmes époques que la question, tu es obligé de te la poser quelque part. Et je peux comprendre que les journalistes de l'époque ont voulu se poser cette question et que derrière, les combattants ont pris le truc à cœur, tu vois. Et ensuite, c'est quelque chose qui s'est transmis de salle en salle, de coach en coach, de boxeur en boxeur. Et voilà, quand tu es boxeur, Le plus grand de quand tu l'histoire. grandis, voilà, tu veux être comme lui. Lui, c'était pound for pound, tu veux devenir pound for pound comme lui, quoi. Le plus célèbre de l'histoire, Mohamed Ali, dont l'idole était Sugar Ray Robinson, l'homme qu'on a appelé pound for pound. Il disait I'm the greatest. Ça participait, c'était cette idée de pound for pound, de GOAT également, qu'on va évoquer après. Il y avait toute cette idée dans la boxe depuis des dizaines d'années en fait. Moi, je vois. C'est arrivé une fois avec Khabib en MMA. Où Khabib, après son dernier combat, souviens-toi, il dit maintenant, il a demandé, au micro, il dit Dana, il est temps de me mettre numéro 1 pound for pound. Dans mon souvenir, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ça pour le coup, mais j'ai pas souvenir d'un autre mec parler du numéro 1 pound for pound au micro juste après une victoire à l'UFC. T'as souvenir de ça? Pas au micro. Non, en conférence de presse, machin, exactement. Mais au micro, comme l'a fait Roy Jones, c'est comme donc l'a fait Khabib. Je crois que Khabib, c'est la seule fois de. Pareil, j'ai pas entendu ça avant. Et t'as l'impression que Khabib, il y avait quand même un côté. Il savait que c'était son dernier combat en carrière, il prenait sa retraite. Il y avait un côté en fait symbolique. Je veux que vous me désigniez comme le meilleur combattant de la planète. Laissez-moi me retirer en étant numéro 1. Je veux une photo où il y a écrit Khabib numéro 1. Et tu comprends que voilà, c'était important pour lui par rapport à ça, pour pouvoir achever Father's Plan, comme tout le monde dit. Et il y avait une vraie symbolique. Il y avait plus une symbolique que le fait de défendre un trône de numéro 1 que meilleur combattant du monde, tu vois. Ouais, c'était presque pour l'avoir une semaine, ça lui suffisait. Voilà, c'est ça. C'était moi, C'était après, pour vous m'enlevez du classement. De toute façon, j'ai pris ma retraite, mais exactement, j'aurais à vie ma photo. J'étais le numéro 1 du MMA, enfin à l'UFC en tout cas, quand j'ai pris ma retraite. Alors, ma question, est-ce que ça a du sens tout ça? Parce que tu parlais tout à l'heure des critères. Donc, on va énumérer les différents critères possibles pour désigner en fait un numéro 1 pound for pound. Celui qui semble assez basique, résumé contre résumé. Oui. CV contre CV. Qui a le plus de défenses de titre? Qui a gagné le plus de ceintures dans le plus de catégories? Qui a battu le plus d'invaincus? Qui a le plus de KO? Mais en fait, déjà, c'est une notion compliquée. On a eu le débat quand on a fait le combattant de l'année 2024, Baba. Oui. Est-ce que tu privilégies Pereira, qui a 3 défenses hyper spectaculaires, ou Topuria, qui en a une de moins, mais qui a battu Volkanovski et Holloway en les mettant KO? Déjà, on rentre dans une notion où c'est difficile de savoir où on place le curseur. Ouais. Tu as une autre façon de voir le truc, t'en parlais tout à l'heure. S'ils étaient tous au même poids, qui gagnerait? Voilà. Je vais citer les autres critères avant, mais c'est un critère qui, en fait, quand j'y réfléchissais en préparant l'émission, en fait, c'est lunaire. Alors que je l'ai utilisé beaucoup de fois. Mais en fait, c'est lunaire de fou. C'est le critère Dana White, je l'appelle moi. Ouais, non, mais vraiment, c'est lunaire de fou. Mais on va développer tout ça. Ouais. Troisième critère, l'idée des combattants qui font monter leur qualité dans plusieurs catégories différentes. Pacquiao, champion dans 8 catégories en boxe. Là, donc, on a plusieurs doubles champions en MMA. Un Mayweather, 5 catégories. Oscar de la Hoya, 6, des choses comme ça en boxe. On sait que souvent, dans les classements pound for pound, il y a peu de poids lourds. Oui.
Ou alors, c'est les poids lourds qui viennent de la catégorie d'en dessous, style Holyfield ou Usyk, et qui ont Exactement. pu montrer leur talent et leur qualité sur plusieurs catégories. Autre critère, la notion d'activité. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'un John Jones qui a combattu une fois en 4 ans est vraiment légitime à être dans un classement comme ça ou pas? La qualité de l'opposition. On a souvent eu ce débat pour ceux qui nous suivent sur José Aldo, John Jones, par exemple, puisqu'on reste sur cet exemple-là. C'est quoi que tu privilégies? C'est un mix de tout ça? Il y en a un que tu mettrais plus en avant? En fait, on se rend compte qu'avec tant de critères, c'est compliqué. Et en plus, la subjectivité de chacun a désigné celui qu'on préfère parce que ça, c'est humain. Ouais. En fait, chacun a le sien et en fait, il n'y a pas de notion de pound for pound. Vraiment. Bah voilà, t'as répondu pour moi. J'ai trop tout fini là. J'allais te dire, ma réponse, elle est simple, c'est que je ne privilégie aucun de ces critères, puisque c'est un classement qui ne m'intéresse pas, pour toutes les raisons que tu viens d'énumérer. C'est trop compliqué en fait, on a trop de critères différents, on est trop de personnes différentes, avec des sensibilités différentes, tu vas classer différemment, et il y a des gens qui vont, entre guillemets, mourir sur Internet pour aller défendre que tel mec soit le numéro 1 ou le numéro 2, parce que tu comprends, il a pris 3 ceintures, et puis l'autre, il a défendu tant. Comment tu privilégies le mec qui a, oui, comme tu l'as dit, si on repart sur de la boxe par exemple, comment tu privilégies, tu choisis comment? Entre le gars qui a fait, je sais pas moi, ce que fait Nakatani récemment par exemple, de prendre des ceintures dans plusieurs catégories différentes, sur un temps relativement court, ou quelqu'un qui est dans une catégorie qui est en train de la laver. Ouais. Parce que moi, c'est un concept que je kiffe, perso, tu vois. Toi aussi, on le sait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très compliqué. Pour moi, le débat, il se règle... Moi, je l'ai réglé simplement dans ma tête depuis longtemps, c'est le Hall of Fame. C'est Hall of Fame, et tu peux... Et cette notion, t'en parlais, je sais que t'en parlais souvent, des tiers. Exactement. En fait, c'est pas un classement, c'est est-ce qu'on range ce mec-là dans le tiers des plus grands de l'histoire le Hall of Fame, globale? il sert à ça. Le Hall of Fame, il sert à ça. C'est le tiers ultime. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, même si Dieu seul sait que quand il ouvre la bouche, il dit beaucoup de bêtises, celui-là. Mais Mayweather, très souvent, quand il finissait un combat et qu'il gagnait, pour élever la valeur de son adversaire, il disait futur Hall of Famer. Et moi, c'est une notion que j'aimais bien. J'adore. Il disait pas top 10 pound for pound. Je rentre dans la tête du public pour dire, le mec que je viens de battre, quand il aura fini sa carrière, il sera Hall of Fame. Et en fait, dans tous les critères du premier critère que je disais, défense de titre, nombre de KO, tout ce que tu veux, machin, moi, c'est le critère le plus important presque. Combien t'as battu de Hall of Famer? En fait, c'est ça qui est important. Combien de mecs à la fin de carrière sont dans les meilleurs boxeurs de l'histoire que t'as battu? Peut-être même pas pour une ceinture. Oui, exactement. Peut-être même pas pour une ceinture. Mais tu l'as battu, ce gars-là, et tout le monde sait qu'il est fort. Tout le monde sait que, tu vois, ok, c'est super important. On l'a vu avec un Lamont Roach, là, qui s'est fait voler une victoire. Contre Gervonta Davis. Symboliquement, en tout cas, lui, il peut rentrer chez lui en se disant, j'ai battu un des mecs, là, qui est dans le pound for pound, là, aujourd'hui. Et je veux te reprendre l'exemple de Léon Edwards, pour moi, c'est un des meilleurs discours, si ce n'est le meilleur discours post-victoire de l'UFC, de l'histoire de l'UFC. Pound for pound, headshot dead. Voilà. Parce que lui, son propos, c'était de dire ça. Toute la semaine, tous les mois, 8 semaines, vous m'avez saoulé avec votre pound for pound, c'est le numéro 1 pound for pound, Ousmane, oh là là et tout. Boum, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et c'est génial parce que Léon Edwards, je trouve que c'est un super exemple de ça. Ouais. C'est un mec que personne respectait, très peu, et personne ne le mettait dans son classement pound for pound avant cette victoire contre Ousmane. Ouais. Il se fait dominer pendant 4 rounds. Ouais. Il met un kick qui est fabuleux, qui restera dans les plus grands highlights de l'histoire de l'UFC. Il est propulsé. Boum, top 5. Ouais. Il est propulsé et t'as plein de mecs qui... Mais bien sûr, selon quelle Edwards, logique entre sa lutte, sa maîtrise de sol... logique Mais selon quelle logique? C'est le même combattant que vous avez vu. En fait, le combattant que vous voyez au combat d'avant, c'est le même que vous avez vu là. Il a juste mis son high kick à Ousmane, que vous mettiez très haut. Donc, ça n'a pas de sens en fait. Et si tu prends l'exemple inverse, Dvalishvili, il a fallu qu'il récupère la ceinture pour entrer dans le pound for pound. Mais vous avez vu qu'il a battu avant. Après avoir battu Aldo, Yann, voilà, toute la série. Il a battu des Hall of Famer dedans. En fait, il méritait avant d'avoir cette ceinture. Et là, t'as l'impression qu'il faut la symbolique de cette ceinture-là. Mais voilà, parce qu'il faut qu'on classe les mecs qui ont une ceinture d'abord. Tu vois, parce que c'est absurde. Et parce qu'en fait, c'est une façon, et c'est là le problème aussi, et la différence pound for pound boxe et MMA. En MMA, c'est le pound for pound de l'UFC. Oui. Donc bien sûr que l'UFC va mettre ses 8 champions ou 8 premières places en plus pour vous dire, vous voyez, les meilleurs combattants au monde, c'est nos champions. Ouais. C'est faux. C'est faux, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est faux, c'est du marketing, ça. C'est trop compliqué. Pour moi, ce classement-là, attention, j'ai pas envie de tout jeter à la poubelle parce qu'il y a des fans pour qui c'est important et je respecte ça. Il y a des fans qui ont besoin de savoir et peut-être que le Baba plus jeune, celui d'il y a 20 ans, peut-être que lui aussi, peut-être que moi aussi, tu vois, j'étais dans... c'est important pour moi de savoir c'est qui le meilleur, tu vois. Et je pense que j'ai dû participer à des discussions comme ça dans des forums, tu vois, à l'époque. Mais non, aujourd'hui, je me dis que ça, c'est pas important. On a des classements, on a des catégories de poids. Chaque combattant fait ce qu'il a à faire. On a un groupe de combattants extraordinaires qui est au-dessus de la mêlée. Et puis quand ils finiront leur carrière, ils intégreront le Hall of Fame. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que ils sont en train de galvauder cette notion-là aussi. Et là, c'est un peu dommage. Parce que autant pour la boxe, c'est quand même relativement bien cadré. Ouais. C'est pas n'importe qui rentre dans le Hall of Fame.
Autant pour le MMA, on a une ère moderne, on a une ère ancienne, on a le Hall of Fame des combats de l'année, on a le Hall of Fame... Enfin, Et puis on en revient au même problème. C'est le propre promoteur et le propre mec Voilà. qui a promu les combattants qui va décider qui est au Hall of Fame. La boxe, c'est un truc indépendant. Qui va décider ça. C'est des journalistes, pour vous expliquer en vote, qui votent chaque année, qui ont 5 choix à mettre, Voilà. et les 5 qui ont le plus de votes rentrent au Hall of Fame. Et là, on force un peu, là. Là, c'est un peu plus forcé, je suis d'accord. Cette notion, elle est compliquée. Et en fait, je te le disais tout à l'heure, moi, je vais être clair. Le point for point, je m'en fous en MMA. Parce que c'est un truc très marketing. Il y a des ESPN, MMA Fighting font des classements, toutes les organisations confondues. Sauf qu'ils pourront jamais s'affronter, les mecs. Ah non. Donc tu n'auras jamais ces réponses-là. En boxe, c'est compliqué, mais tu peux arriver à s'affronter. D'autant plus maintenant avec la façon dont le sport s'organise. Ngannou ne peut pas affronter John Jones. C'est mort. Tant qu'un des deux quitte pas l'UFC ou que Ngannou ne revient pas. C'est mort. Ça n'arrive pas. Ça se fera pas. Donc c'est beaucoup plus difficile à comparer. Donc j'y mets moins d'importance. Et comme en plus les sportifs ils mettent moins d'importance que les boxeurs, enfin que les combattants de MMA ils mettent moins d'importance que les boxeurs, bah, ça me fait pareil aussi. En fait, entre les deux, le seul qui pour moi, dans lequel je mets encore un peu d'intérêt, c'est celui de la boxe. Et d'ailleurs, Inoue, quand il a pris la place numéro 1 il y a quelques années, il était hyper fier. Quand Usyk lui a repris la place, il disait bah, je vais tout faire pour la reprendre. Il y a quand même cette notion chez eux de... Ce qui est presque bête, parce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Quand même. Bah, je vais dire, moi, ça a repris du sens. Ils sont presque trop engagés, non, ces mecs-là, dans cette recherche-là. Je trouve perso. Mais après, c'est pas à moi de dire à Usyk ou Inoue de calme-toi, tu vois. En fait, c'est pas un critère, logique, tu vois. On sait déjà que t'es grand. On n'a pas besoin de ça, tu vois, pour savoir que t'es grand. Maintenant, si lui, il en a besoin, moi, je suis personne pour lui dire qu'il en a pas besoin. Oui, et il y a presque une notion d'ego, ce qui est normal, c'est des mecs à ego. Maintenant, pour l'anglais, c'est pareil. C'est que récemment qu'il fait un peu sens, ce classement-là. C'est que récemment. Parce qu'il y a encore 3 ans, on avait même inventé des expressions. On parlait du mec qui était de l'autre côté de la rue. Et ils pouvaient pas s'affronter, les gars. Parce que pas le bon promoteur, pas le bon diffuseur télé, etc. Faut pas oublier, hein. C'est 3 ans, c'est même pas 3 ans. Non, même pas. Par exemple. Donc, à ce moment-là, le classement en point for point, il voulait rien dire. Rien du tout. Parce que les mecs, ils pouvaient pas s'affronter de toute façon. Donc, ça sert à rien. On a vécu Mayweather-Pacquiao pendant 10 ans. 10 ans, on était là. Ils vont le faire, ils vont pas le faire, ils vont le faire, ils vont pas le faire. Ils l'ont fait à 38 et 39 ans. Parce qu'en plus, dans tous les critères qu'on a donnés, t'as des sous-critères et des sous-notions. Par exemple, qui t'a battu? Mais en fait, comment tu les as battus aussi, tu vois? Il peut y avoir de ça. Enfin, il y a tellement de notions qui rentrent. On réouvre aussi ce truc du s'ils étaient tous au même poids. Tu sais que je l'ai dit, moi, dans l'émission, donc je fais un mea culpa, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit, si on mettait tous ces mecs au même poids, c'est lui qui serait le... Ça n'a aucun sens, en vrai. Tyson Fury, s'il est Tyson Fury, c'est parce que c'est un poids lourd de plus de 2 mètres. En fait, il a ses qualités. Qui bouge comme un poids moyen. Exactement. Et qui utilise en même temps que ce mouvement qui est celui d'un mec beaucoup plus bas, qui en plus utilise sa force physique, notamment au clinch, pour te mettre une pression sur le mec qui est injouable. En fait, ça n'existe pas Tyson Fury au même poids que les autres. Parce qu'il perd ce qui fait qu'il est Tyson Fury. Il sera quelqu'un d'autre, quoi. Exemple en MMA, Brock Lesnar, champion à l'UFC au bout de 3 combats chez les poids lourds, qui a vite compris quand même que quand il en prenait dans la tête, il aimait pas ça. Mais techniquement, c'était d'une pauvreté quand même assez rare, même s'il avait son background de lutte, mais sur tout le reste, c'était... Il n'y a pas de Brock Lesnar dans les autres catégories. Bah non, on parle d'un mec qui avait des gants de MMA customisés parce que sa main était trop grosse. Donc tu vois, si on les met tous au même poids, Brock Lesnar, il n'existe pas. Il est dans aucune discussion de titre. On est sur des choses hors normes, et c'est ce qui a fait qu'il a terminé champion. Donc en fait, ça n'a pas de sens ce truc de les mettre tous au même poids. Non, c'est pour ça que c'est important de célébrer des mecs comme GSP, des mecs comme Aldo, des mecs comme Jones aussi, qui l'a fait, des mecs avec des longs règnes. Parce que c'est ça le vrai révélateur de ta grandeur. Le vrai révélateur de la grandeur, il est là. Est-ce que tu es capable de devenir champion? Il y en a pas mal qui sont capables de le devenir. Est-ce que tu es capable de rester champion suffisamment longtemps, de prendre... Et après, comme on l'a dit, les critères, là, ils vont être importants sur... T'as battu les mecs d'avant pour pouvoir monter. Cool. T'as battu tes contemporains. Cool. T'arrives à battre la génération d'après. Jones ou JSP. T'es trop fort. Ouais, Jones ou JSP. Tout simplement. C'est marrant ce que tu ouvres, parce que la discussion du GOAT à l'UFC, souvent, elle est... On va rentrer aussi dans le GOAT, mais c'est souvent Silva, Jones, JSP, Demetrius Johnson, Aldo, pour les puristes comme nous. C'est 5 mecs qui ont eu un long reign dans leur KT. Ouais, c'est normal. En fait, ça rentre hyper en compte, ce truc-là. Ouais. Que tu aies dominé une KT pendant, je crois que donc DJ, c'est 11 défenses de titre sur un seul reign, Anderson, c'est 10, JSP, c'est 9. Ben, en fait, Aldo, c'est presque 10 ans. Jones, j'en parle pas aussi sur les moins de 93. En fait, c'est un critère essentiel. Bien sûr. C'est pour ça qu'un Poatan ne rentrera pas, à part s'il s'installe pour... Mais vu son âge et son activité, ça paraît compliqué. Il aura marqué l'histoire de son sport. En fait, c'est essentiel de faire ça, Baba. Il aura complètement marqué l'histoire du MMA. C'est ce qui manque. Mais c'est trop court. Peu importe ses fans, ce qu'ils en pensent, et on sait ce qu'on en pense nous aussi, mais c'est ce qui manquera toujours à Conor. T'as jamais défendu tes titres, mec. T'as beau avoir conquis 2 titres, t'as jamais défendu tes titres. Plus jamais, même. Rabib, il n'y en a pas assez. Je suis désolé. On l'a dit. Il n'y en a pas assez. On l'a dit à l'époque. Combattant exceptionnel, probablement
un des plus grands, probablement, un des plus forts en tout cas qui existait. Mais il a manqué quelques défenses derrière. Il a manqué de prendre des gars d'une génération d'après. Tu vois, il a manqué des mecs intéressants à prendre. Tu vois, Khabib Topuria, moi ça m'aurait intéressé. Moi. Et la qualité d'opposition, c'est compliqué aussi, parce qu'en fait, selon la façon dont on voit le combat, dont on appréhende le combat, dont on connaît le combat, on va pas avoir les mêmes avis. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui nous tombent dessus, Baba, chaque fois qu'on dit ça. Caldo a affronté des mecs qui nous parlent plus avec un jeu global et des skills plus importants que les mecs qui ont affronté John Jones. Mais en fait, pour le fan lambda qui suit ça d'un peu plus loin, les noms qu'a affronté John Jones, ils sont largement devant les mecs qu'a affronté Aldo. Oui, bien sûr. Donc tu vois, en tant que nom, ils sont au-dessus. Une nouvelle fois, selon qui t'es, ton implication même dans le combat, tu vas voir des choses très différentes dans ces débats-là. Et c'est normal, c'est complètement normal. Moi, je me revois toujours à arriver. Et tu sais, quand tu commences ta vie de fan de sport de combat, t'es ce qu'on appelle un bandwagonner, comme ils disent les Américains. Tu prends un combattant, tu rentres dans le train, comme vous le dites si bien, la jeune génération, et tu restes dans le train, tu descends du train parce que finalement, je sais pas quoi, tu remontes dans un autre train, et puis après, tu passes à l'évolution Pokémon numéro 2, où tu es fan du sport. T'es plus fan des personnes, t'es fan du sport. Tu vas kiffer certains combattants, tu auras des sensibilités, mais ce qui va t'intéresser avant tout, c'est suivre le sport. Et donc, tu vas rentrer dedans de façon assez boulimique, et voilà. Il y a une catégorie de fans des organisations. Eux, vous êtes éliminés tout de suite de la course à la discussion. Je ne vous comprendrai jamais. Les avocats gratuits de Dana White, on n'est pas ensemble, vraiment. Mais on en reparlera la semaine prochaine. mais ouais, donc il faut, une fois que tu sors de tout ça, et attention, je dis pas que c'est pas bien, c'est important d'avoir des figures à observer pour pouvoir rentrer dans le sport, c'est super important. Mais après, une fois et d'avoir ce bon rush-mort un peu de ton sport, c'est aussi, c'est essentiel. Ouais, bien sûr. En tant que fan, tu peux pas ne pas en avoir un. Non. T'es obligé, tu vois, tout comme on l'avait en basket, tout comme on l'avait machin. Moi j'avais des posters, attention, on est tous pareils, tu vois. Maintenant, après, tu prends du recul et puis tu observes le sport et tu peux arriver qu'au constat que il y a des critères importants comme le moment auquel les gars s'affrontent, l'âge qu'ils ont, est-ce qu'ils sont cramés, pas cramés, toutes ces choses-là qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis tu vas pouvoir te faire ton opinion, mais à la fin, ce sera que ton opinion. Est-ce que tu as battu Ali en 1980 ou est-ce que tu l'as battu, tu vois respect, hein, les mecs qui l'ont battu, voilà. C'est hyper important ça, en fait. Mais un Ken Norton, moi j'ai un gros respect pour lui, tu vois, par exemple. En fait, parle de lui. Avec mes recherches historiques, pour moi, il y a un seul mec qui, dans l'histoire, mérite le titre pound for pound sur un moment précis où c'est indiscutable absolument. C'est Henry Armstrong. Le boxeur. Quand il est entre 1937 et 1938 champion dans 3 catégories. Donc c'est les feather, les lightweight et les welterweight, alors qu'il y en a 8 dans la boxe. Je pense qu'historiquement, c'est le seul mec. Il a une hégémonie. Au mois d'août 38, quand il prend la 3e ceinture, c'est quand même compliqué de ne pas te dire que pound for pound, le mec qui a quasiment la moitié des ceintures mondiales de la boxe, c'est pas le meilleur boxeur de la planète. C'est quand même chaud. Tu vois, dans ma recherche, je me suis dit, c'est le seul qui le mérite à 100% sans discussion possible. En tout cas, si tu et on remonte en 1938. Si tu repars sur ces débats-là, c'est clair que il est dans une discussion. Après, moi, j'ai parlé avec beaucoup d'historiens de la boxe. Il y a toujours un nom qui te revient, c'est Harry Greb. Les mecs, ils te citeront toujours ce gars en te disant, ce gars, c'était une dinguerie, tu vois, à quel point il était fort. Qui avait été cité aussi dans les papiers que je parlais de l'époque, comme un mec, possiblement le meilleur, peu importe la catégorie. On passe un peu à cette notion de GOAT, Baba. Est-ce qu'elle est différente ? Est-ce que tu mets un critère différent du pound for pound sur celui du GOAT ? Est-ce que tu en rajoutes un, tu vois, est-ce qu'il y a un critère en plus sur tout ça ? Ouais, j'ai un critère longévité principal qui est la longévité. Ouais. C'est la grosse différence. C'est le critère number one. Il faut une certaine longévité. Il faut la longévité donc dans ta carrière et la longévité dans ce qui a fait que t'es grand. Donc ta série de victoires, forcément, tu vois. Puis ensuite, tu vas avoir la qualité des adversaires. C'est ça, t'as raison. C'est pas rester non plus 20 ans à prendre que des défaites. Oui, la longévité n'est pas le seul critère, c'est important de le dire. Il y en a pas qui l'ont fait. Mais le 1 bis, ça va être la qualité de tes adversaires, évidemment. Et voilà, l'époque, tout ça. Moi, c'est pour ça que Fedor, il est trop facilement éliminé de certaines conversations. Et je sais que j'ai un biais, puisque je me suis pris de plein fouet. Oui, quand tu le vois de plein fouet, c'est autre chose. J'ai 18-19 ans quand il arrive, Fedor. Mais la longévité. Il bat des mecs exceptionnels. Et face à une qualité d'opposition. Longévité plus qualité d'opposition. C'est pour prendre ce genre d'exemple-là. Alors, entre ces deux débats-là, je sais pas si tu partageras. Moi, je trouve le débat du GOAT beaucoup plus cool que le pound for pound, pour le coup. Oui. Notamment même en MMA, dont on parlait tout à l'heure.
C'est un débat que j'aime beaucoup, moi, dans tous les sports d'ailleurs. Je m'éclate, vu ma génération, je sais qu'on est de la même en basket, vous savez vers qui mon cœur penchera, mais je m'éclate à avoir des débats entre LeBron et Michael Jordan. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait le sel d'une passion sportive. Ça permet de reparler des anciens, ça permet, tu vois, d'apporter une culture sur un sport qu'on aime et qu'on connaît, et je trouve ça plutôt cool. Par contre, je trouve qu'il a beaucoup moins de sens en MMA qu'en boxe. Bah, il Parce manque quelque que, chose. mais c'est mon avis, et je te le donne, et ensuite tu développes, l'écart de skills entre les poids lourds MMA Ouais. et les moins de 57 MMA, Ok. et l'écart de skills entre Alexander Usyk et Inoue, puisqu'on va taper on est à peu près dans des poids similaires, même si Ok. Inoue est un peu en dessous de 57, il est beaucoup plus grand, je trouve, en MMA qu'en boxe. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Factuellement, ce que tu viens de dire là, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Tu peux pas disputer ce fait. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose. J'avais pas vu sous cet angle-là, moi. En tout cas, le fait que le GOAT c'est compliqué, mais tu rajoutes en plus un élément qui est très important, qui est très intéressant. Et c'est vrai qu'à partir de là, ouais, c'est compliqué. Moi, c'est un critère que je prends en compte et que j'aime bien. Maintenant, moi, j'aurais toujours la même discussion par rapport à ça. Pour moi, c'est un sport qui est encore trop jeune pour qu'on désigne un gars. Par contre, l'exercice, il est toujours intéressant. Oui. L'exercice, il est intéressant parce que, comme tu l'as, pour la simple bonne raison de. Alors, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était le Parcours qui était avec nous. Le média Le Parcours qui était le jour de la dédicace Du livre d'Antoine Simon. Chez Mehdi Ben Lagdar. Donc on n'était pas venu pour ça, on était venu manger des petits fours et récupérer un livre. Sauf qu'on s'est retrouvé dans une discussion super intéressante avec lui, qui a quoi, 20 ans de moins que nous probablement, sur ça, sur le GOAT et tout, sur Jones, et c'était super intéressant. Sur Aldo Jones, techniquement, notre débat. Il avait ses arguments, on avait nos arguments, on discute, et moi c'était important de pouvoir lui redonner certains contextes de l'époque, de même Fedor et compagnie. Je voyais qu'il prenait les infos, il dit ouais bon c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, et puis et nous de prendre en compte le fait que pour les mecs qui sont plus jeunes que nous, parce qu'il a fait Jones, c'est super important. Et donc cet exercice-là, il est génial. Maintenant c'est comme pour les pronostics, Alex. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'on va faire toute la discussion. Puis après, quand tu vas me demander le nom, je vais dire laisse-moi tranquille. La conclusion dans la discussion. Oui. Viens, on fait les discussions. Pour le nom, venez, on attend encore un peu. On attend 20 ans. Oui, parce que tu as raison, c'est jeune. Mais à la fois, c'est un de ses avantages. C'est hyper intéressant l'anecdote que tu racontes parce que c'est des gens qui n'avaient pas vu ni Aldo ni Jones en live comme on l'a vu. Je pense qu'aussi que de revoir ça, tu vois, si tu t'enchaînes tous les combats sur le Fight Pass, t'as pas la même notion que quand t'as eu les attentes qu'on a eues entre les combats, tu vois, voir comment le mec se comportait aussi, même face aux médias. C'est différent de juste manger 15 combats de John Jones à la suite. T'as quand même une notion. Et à la fois, tu vois, moi qui disais que ça m'intéresse plus en boxe, mais en fait, la boxe, le MMA est peut-être trop jeune, mais la boxe est peut-être trop vieille pour ça. Parce que comment je juge, moi, Sugar Ray Robinson, à part sur 3 highlights que j'ai vus? C'est dur. Comment je juge Harry Greb Henry Armstrong dans les années 30. Il y a des mecs, on a rien carrément. Alors tu vois, là, t'es obligé d'être sur le palmarès, sur le nombre de Hall of Famers qu'ils ont battus, le nombre de combats qu'ils ont eu, ce qui est, en plus à l'époque, les mecs faisaient 200 combats, donc c'est injouable aujourd'hui. Je crois que Usyk est à 23 combats, ça m'avait fait marrer en carrière pro. Je crois que sa deuxième année pro, Sugar Ray Robinson en fait 24. C'est ça. Sur une année. Ou 23, ou peut-être égal. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est compliqué parce que comment on juge ces mecs-là? Il y a un élément super important, Alex, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est peut-être nous, notre faute, j'en sais rien. Pourtant, j'ai rien fait. Mais nous, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on faisait confiance aux historiens d'avant nous. Oui. Tu vois notamment dans ce sport, le noble art, les mecs beaucoup de beaux historiens. Les mecs, ils nous léguaient quelque Sugar, chose. plein d'autres. Et les mecs, ils nous disaient, voilà, nous, notre époque, c'était ça. Prenez et passez. La littérature aussi. Tu sais que j'aime beaucoup la littérature de boxe. Et nous, on a réussi en fait. On a réussi à transmettre ce truc le plus loin possible. Moi, on m'a transmis ce truc, on te l'a transmis. Tu me dis que tu regardes des trucs avec ton père, etc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on nous a transmis un héritage qu'on a réussi derrière à passer. Donc, on a fait notre boulot. J'ai l'impression qu'on nous fait pas confiance à nous. C'est la génération qui veut ça. C'est la génération réseaux sociaux aussi, peut-être. Je sais pas. Moins confiance dans. Ils sont très exposés aux images, tu vois. Donc, ils peuvent se faire leur avis un petit peu. Et comme le MMA c'est un sport jeune, ils peuvent regarder comme tu l'as dit, ils peuvent se faire un binge watch des combats de Fedor. UFC Fight Pass, tu vois. Un clic en une soirée, t'as tout fait. C'est faisable, mais il manque le sel de l'époque, il manque le truc qui fait que et là peut-être que nous on est fautifs. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé Baba Versus, tout simplement en fait, parce que je voulais transmettre quelque chose de l'époque. Cette notion de culture aussi. Pourquoi ici on a fait le Fighter Club Legends. Tu vois, c'est pour ça que quand on fait des épisodes où on explique pourquoi Rocky ça a été fait, moi je kiffe parce que là on est en train de transmettre quelque chose de super important. On n'est pas sur une opinion. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de dire
Voilà ce qui s'est passé, les gars. Et voilà pourquoi c'est important. Mais là où j'y allais sur ça, Baba, c'est, je disais, tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, il a plus de sens le débat du GOAT en boxe qu'en MMA pour le critère que je t'ai donné, l'écart de skills. Par contre, j'avais presque envie de me dire, en me faisant la réflexion, pour nous, pour des gens comme nous, qui avons globalement, même si on n'était pas là en 93, mais globalement, on a quand même suivi à peu près toute l'histoire du MMA en live, à peu de choses près. Même si moi, j'ai eu des pauses. Il y a des moments où je suivais moi aussi, tu vois, mais globalement, on a tout. Est-ce qu'en fait, on n'est pas vachement plus légitime, nous, à débattre du GOAT du MMA parce qu'on a tout vu, plutôt que de débattre du GOAT de boxe dont on n'a pas vu 80% de l'histoire, et encore, je suis gentil. 100%. On est vachement plus legit sur... Moi, je débat pas sur l'histoire du GOAT en boxe. Déjà, je débattrai jamais avec mes anciens. J'en ai quelques-uns. Et c'est trop compliqué pour moi. C'est les barbershops, les débats de barbershop aux États-Unis. Tu rentres là-dedans, tu te fais fumer. Ouais. Tu vois. Mais en fait, si tu veux, il y a tout un pan d'histoire de la boxe que moi, j'ai non seulement pas vécu, et que j'ai pas un ascendant direct qui a vécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est de la lecture, c'est de la documentation. J'ai fait un énorme travail, oui, pendant des années, pour me documenter, pour comprendre. Ça vient pas tout seul. Mais il manque un truc, tu vois, c'est clair. Donc, oui, il te manque un truc. Voilà, en MMA, par contre, j'ai vécu toute une période. Sugar Ray Robinson, qui est considéré pour beaucoup comme le GOAT de la boxe. Moi, tu connais sa carrière, tu as lu des trucs sur lui. Puis un jour, tu commences à lire un peu plus, tu vois, sa biographie, des machins, tu te rends compte, le mec, quand il arrivait dans sa Cadillac Rose à Harlem, là, la star que c'était, en fait, tu vois. Et que nous, on n'a pas ce recul-là, on l'a pas vu, ça. On n'a pas, et il faut raconter ces histoires-là le plus possible, il faut les transmettre le plus possible. C'est pour ça qu'en anglaise, on arrive à avoir une idée assez précise de ce qui se passe. Parce que tu as un consensus des historiens, tu as un consensus de ceux qui ont transmis derrière. Et est-ce qu'il va pas falloir des historiens du MMA? Mais bien sûr que oui. Quand ce sport va commencer à devenir un peu plus adulte, 40, 50, 60 ans. Mais bien sûr que oui. Il va nous falloir des mecs comme ça. Mais c'est super important. Des Antoine Simon, tu vois, que je peux te citer, moi, en France, tu vois. Ouais. Mais je te redis encore une fois la chose, Alex. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de littérature sur le MMA. Non, il en manque. On a un gros manque là-dessus. Il en manque. On fait du contemporain. Ouais. Il faut qu'on fasse de l'historique. Il faut qu'on fasse encore plus d'historique. Mais ceci... Message est lancé aux maisons d'édition. On est dispo avec Baba. Bien sûr que oui. Mais ceci dit, je te le redis encore, Alex, est-ce que la nouvelle génération nous feront confiance? T'as raison. Je peux totalement. Parce que tu peux faire tout ça. Hein. Tu peux faire du podcast, tu peux faire des livres, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des Fighter Club Legends sur du MMA. On peut faire des petites vidéos. Romain, coucou, d'ailleurs, on en a fait deux déjà. Mais si derrière les mecs ils disent t'es gentil, mais non. Moi j'ai vu Khabib, je préfère Khabib. T'as raison sur une partie. J'ai l'impression que nous, et tu sais, des fois les messages qu'on reçoit, qu'on a réussi quand même à convaincre des gens. Ouais, c'est vrai. On a réussi à transmettre des choses. Mais en tout cas, c'est un challenge pour le futur. De pouvoir proposer du contenu, de rendre compte. Déjà, on devrait être capable là, de détailler ce qui s'est passé dans les années 90 et dans les années 2000. Et pas simplement de façon globale sur 200 pages. Je sais pas, on suit un personnage, on suit un truc, on suit... Il faudrait quelque chose. Et je sais plus qui, mais je sais... j'ai un trou là, c'est une des personnes que je suis sur mes réseaux X notamment. Il y a quelqu'un qui prépare un énorme livre sur le Pride. Voilà, tu vois, ça c'est génial. Je sais plus qui, mais je sais qu'il y a un gros livre en préparation et qui va être hyper important pour transmettre cette culture. Moi j'en ai un en anglais qui est génial, tu vois, mais il en faut d'autres. Et le Pride, enfin voilà, c'est... Que tu comprennes qui était fait dehors, que tu comprennes d'autres choses. Il y a des choses qu'on a passées sous silence. Le tournoi Middleweight 2005, jamais on retrouvera un tournoi de combat avec autant de qualité dedans. Non, mais en fait, ce recul, il est hyper important, et ce côté historien. On l'a souvent eu, ce débat sur Aldo. Ouais. Aldo, si on t'a pas vraiment expliqué qui était Aldo avant, tape José Aldo sur Internet, tu vas beaucoup plus trouver d'articles sur son KO, le KO mis par Conor en 13 secondes, que sur ses 10 ans de règne. Beaucoup plus. Alors qu'il y a un article, par exemple, de MMA Fighting, je sais plus c'est qui l'avait écrit. C'est simple, le gars il est parti interroger les adversaires d'Aldo. Et c'est eux qui parlent d'Aldo. Tu lis l'article, c'est même pas impressionné le mot. Quand tu vois tes adversaires, comment ils parlent du gars, tu comprends que les gars, c'est pas un combat qu'ils ont vécu. Pour la petite anecdote, il y a un livre est sorti au Japon qui est titré J'ai affronté le monster. Voilà. Et où les mecs parlent de c'est quoi d'affronter Inoue. Ce genre de choses, c'est génial. Donc il faudra y arriver. Mais encore une fois, c'est un sport qui est très jeune, 30 ans. Là, on commence à pouvoir écrire des livres qui racontent tout ça. Ouais, on y arrive en fait dans ce moment-là. Tu vois. Avant, c'était vraiment trop jeune. Je trouve qu'on y arrive là. Entre ces 30 ans où on est aujourd'hui et on va dire la vingtaine d'années à venir là, c'est le moment d'avoir tout ça. C'est le moment de construire
cette mystique historique Et de attention, ce sport. Et attention. Et ça veut dire qu'on l'aime. Hein. Oui, tout ce qu'on bien dit depuis sûr. tout à l'heure, ça veut dire qu'on l'aime ce sport et qu'on a envie qu'il existe avec ses vraies fondations comme l'est la boxe. Par exemple. Voilà, et tout est fait dans le bon ordre. Hein. Le fait qu'on fasse d'un livre, le fait que sorte un livre sur une récap de l'année, c'est important parce qu'il faut habituer les yeux, les cerveaux, entre guillemets, les gens à lire du MMA. Tu vois. À ce que ça fasse partie de. C'est bête, hein, mais j'avoue, quand t'arrives au fait, savoir le voir avec les autres livres, l'année du foot, l'année du basket, l'année du tennis. Mais moi, l'année du foot 89-90, coucou mon frère Mamadou. Je l'ai lu, je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Parce qu'il était là. Tu vois, c'est un livre qui était là, donc tu lis toute la saison où Marseille devient champion, là. Le duel Bordeaux-Marseille, je crois que c'est bien celle-là. Oh, je l'ai lu 1 million de fois ce livre. Parce qu'il était là, en fait, tu vois. Donc si tu as demain ça pour le MMA, derrière, tu vas vouloir envie de creuser derrière. Mais c'est passé quoi l'année d'avant? Et ça passait quoi 10 ans avant, du coup? Et 93, c'était comment, en fait? Parce que moi, on me dit qu'il y avait un mec qui avait qu'un seul gant. Mais comment il en est arrivé là, le gars, tu vois? Et toutes ces choses-là, tu vois, qui vont être intéressantes à raconter. Ma dernière question sur le GOAT, elle est simple, parce que c'est une notion dont tu parles tout le temps. Le GOAT, Baba, c'est le meilleur ou c'est le plus grand? C'est le plus grand. C'est le plus grand. Ouais, sans aucun doute. Donc celui c'est pas seulement ce que tu vas montrer dans le ring aussi. Non. Il y a des éléments extérieurs. Tu prends en compte les éléments extérieurs. Non. Et je vais te dire clairement, il y a des gens qui s'éliminent de la conversation du GOAT. À cause de ce qu'ils font à l'extérieur. Voilà. Et là, tu vas me faire finir sur une mauvaise touche. Je dis pas, c'est pas la peine, vous savez très bien. Mais il y a des gens, pour moi, qui s'éliminent. Avec ce qu'ils font à l'extérieur de la cage, ils s'éliminent de la conversation. En boxe, hein. Carlos Monzon s'est éliminé. Pour moi. Par exemple, bah bien sûr. Pour tous, c'est un superbe boxeur, mais c'est incroyable. Si vous connaissez pas l'histoire, allez taper Carlos Monzon et allez voir comment il a terminé sa vie. Malheureux, ça les élimine. Tu peux pas, c'est pas possible en fait. On parle du plus grand. Et le problème, c'est que le standard que Ali a déposé, et encore Ali, il a ses défauts. Hein. Il a fait des mauvaises choses. On a essayé de vous en rendre compte pendant 4 épisodes. On a essayé de faire, en tout cas, ce qu'on a pu par rapport à ça. Ceci dit, il a fait beaucoup de grandes choses, beaucoup de choses importantes. Il y a des gens. On l'a dit dans le Fighter Club Legend. Ouais. Ce qu'il a fait à côté est intouchable. Moi, je peux mettre Sugar Ray Robinson parce que pendant de nombreuses années, je t'aurais mis Ali largement devant. Ouais. Et puis j'ai beaucoup plus lu sur Sugar Ray Robinson. J'ai vu tout ce qu'il avait fait en dehors. Pour Harlem. Pour tout. Le personnage est tellement mythique que moi, je peux le mettre GOAT largement. Mais en effet, il y a des mecs là qui ont en plus des histoires folles autour. Ouais. C'est indépassable en fait. Voilà. Et on l'avait dit dans le Legends, Baba. En tout cas, côté boxe, ces mecs-là sont intouchables. Oui. Dans le futur. Ça va être trop dur. La société moderne et le sport moderne tel qu'il est fait font que ces mecs-là sont intouchables. Ça va être dur, et puis en plus ça n'a même pas la même résonance que les mecs, ce que nos contemporains font, ça n'a même pas la même résonance, tu vois, donc c'est assez. C'est peut-être le seul sport au monde où le débat du GOAT est sans doute réglé. Tu n'arriveras jamais à refaire. C'est peut-être un des seuls sports au monde. Le MMA, peut-être que le GOAT du MMA, on le connaît pas encore, Baba. Moi j'en suis sûr. Oui. Qu'on l'a pas encore vu combattre. J'en suis sûr. Qu'il a peut-être même pas commencé le MMA. Mais à l'échelle de la boxe, là, Alex, on est en quelle année, là? On est en 1890. Voilà. Oui. Chose comme ça. Tu te rends compte? 1900 au mieux. On ne connaît pas le GOAT, et on le connaîtra pas, nous. Oui, t'as raison. Peut-être qu'on le connaîtra jamais, le GOAT. Ce sera nos survivants qui seront derrière. Et la dernière notion que j'avais, parce que tu l'as vu passer aussi, alors on va pas prêter flanc à toutes les inepties racontées sur le web, là-bas, mais j'ai quand même vu des gens me dire que s'ils prenaient la 3e ceinture un jour pour Poatan, ça devenait le GOAT des sports de combat. Parce qu'il avait été 2 fois champion au Glory. Pourquoi c'est n'importe quoi, Baba? Et est-ce que tu peux nous raconter, on va en profiter un peu, qui était, parce que toi, tu as suivi sa carrière en kick, contrairement à tous les mecs qui parlent de Poatan aujourd'hui, qui ne l'ont pas vu à l'époque. C'était qui vraiment Poatan en kick? La qualité d'opposition, il y a 2 ceintures au Glory, donc c'est quelque chose qui est dans l'accomplissement. Il y a 2 ceintures. Mais qui c'était vraiment? Et est-ce que tu trouves que c'est n'importe quoi, les gens qui osent poser ça? Bah franchement oui, je suis désolé, et je sais pas du tout pour dénigrer les pensées de qui que ce soit, mais non, c'est pas le plus grand combattant tout le temps. Après je sais pas c'est quoi vos critères. Ouais, c'est ça, parce si que c'est juste parce qu'il a récupéré des ceintures dans 2 sports. Quand c'est GOAT sport de combat, ça devient c'est un peu trop léger pour moi. Parce que rien qu'à l'UFC en fait, si c'est ça le critère, j'ai meilleur. En fait, il y a meilleur à l'UFC, et surtout, il y a beaucoup de gens meilleurs en kickboxing. Donc là, c'est bien que tu rappelles ça là pendant 2 petites minutes, si tu peux nous dire ça. Toi, tu l'as découvert quand il arrive en kick? Alex, après avec mon ami Lucas Bourdon, on est des dégénérés, donc on l'a découvert assez tôt sur le circuit brésilien WGP, qui est un très bon circuit de kickboxing, vraiment, avec beaucoup de combattants qui s'y sont illustrés. Il a été champion du WGP, il a eu des rivalités là-bas. C'est comme ça qu'il est arrivé sur notre radar. Et puis surtout, il a combattu la première fois pour un titre au Brésil. Le Hit Showtime, grosse organisation de kickboxing à l'époque, vient en Brésil avec Jason Wilnis, qui est un des combattants établis de l'organisation. Il n'y a pas de champion pour l'instant dans cette ceinture, ils viennent de la faire. Ils se disent, c'est mieux de prendre un Brésilien. En plus, il y en a un qui est là, qui est plutôt pas mal, qui est Alex Pereira. Ils le prennent, il se fait terminer par Jason Wilnis. Il perd par KO. Donc, il continue sa carrière, et là, on se dit que c'est un combattant plutôt pas mal, qui a des lacunes avec les jambes, notamment. Ouais. Un bon boxeur, mais qui a des lacunes avec les jambes. Il bloque pas les low kicks.
il n'aura pas de low kick, il est un peu faible au corps, il est susceptible sur les coups au corps. Mais il progresse très vite. Il finit par devenir champion du WGP, il finit par arriver en Europe où il perd encore. Il va perdre quand il va arriver au Glory, notamment contre ce qu'on considère, en tout cas contre le meilleur combattant de l'histoire de cette catégorie, qui s'appelle Artem Levin, qui est devenu bien plus tard striking coach, notamment à l'ATT, à Miami. Et ensuite, il y a eu la même chose qu'on a eu en anglaise. Il y avait Arthur Kishenko, qui était aussi un des meilleurs combattants, c'était le meilleur de la catégorie, qui n'était pas lui au Glory. Alex est parti le combattre et a perdu avant la limite aussi. Donc là, on s'est dit, ok, c'est un bon combattant, mais sans plus. Ouais, il y a un plafond de verre. Il y a des mecs qui sont plus forts que lui, c'est comme ça. Ensuite, il a battu notre cher ami Adesanya, 2 fois. Mais la défaite contre Kishenko est entre les 2 combats. Il faut savoir, c'est important. Dans des combats, c'est important de le rappeler, parce que toi, tu les suivais en live, qui n'étaient pas du tout aussi importants que le Pereira Adesanya en MMA. Là, on parle de combats en Chine. Ouais, voilà. Et la plupart, on n'a pas pu le voir en live. Sans être méchant, c'était pas un truc hyper important. On a eu des news, mais on a vu le combat genre 1 mois plus tard. Okay. Et les 2, ça a été comme ça. Non, je crois qu'on a eu l'image du chaos assez rapidement, par contre. Ensuite, quand il revient au Glory, il faut savoir qu'il y a plus grand monde. Il reste Yusri Belgaroui, notamment, qui est tout le temps avec lui maintenant. C'est le grand chauve que vous voyez tout le temps avec lui sur les Embedded et tout. Ils se sont affrontés 3 fois. Poatan l'a battu 2 fois, notamment une fois pour la ceinture. Il a battu aussi Simon Marcus, qui est un très bon combattant canadien. Il a commencé à avoir des noms intéressants. Ceux qui restaient, en tout cas en kickboxing, ceux qui restaient au Glory, il les a battus. C'est comme ça qu'il est devenu champion, qu'il a défendu sa ceinture à plusieurs reprises. Et là, il a commencé à semer des KO un peu partout. Donc c'est là qu'il a commencé à devenir vraiment très connu, très populaire, parce que KO crochet gauche, KO crochet gauche. À ce moment-là, c'est un phénomène tu vois, au niveau du kick en soi, c'est un phénomène comme il est aujourd'hui en MMA, ou on est loin de ça? C'est un épiphénomène. Ok. C'est pas le phénomène qu'on a en MMA. Il y a d'autres phénomènes en kickboxing. Il y a des mecs plus forts, il y a des mecs qui sont... oui, alors qu'il y en a peu d'autres en MMA. Voilà. Ouais. Le phénomène du kickboxing, à l'époque où Pereira est encore là, c'est toujours Badrari. Voilà. Et il y a aussi Rico Verhoeven qui a un très long règne, etc. Mais voilà, Harry, il est venu en France, ceux qui étaient à Lyon, ils se rappellent c'est quoi un phénomène. Voilà. Le mouvement de foule qu'il y a eu juste parce qu'il rentrait dans le ring, moi j'ai jamais vécu ça avant et après, tout simplement. Donc ouais, en termes de phénomène, non, on en était très loin. Donc mais ça a jamais été la bête mythique en kick, comme non, il l'est aujourd'hui en MMA. Beaucoup de gens, il est monté en light heavyweight, mais pareil, il bat des mecs, notamment un Donegui Abena qui est en début de carrière. Ensuite, il bat Vakitov. Mais cette victoire-là, elle est un peu légèrement volée. La première. C'est assez particulier parce que il perd le premier combat, on le met gagnant. Probablement qu'il gagne le deuxième et on le met perdant. Mais parce qu'on savait déjà qu'il partait en MMA et qu'il partait à l'UFC à ce moment-là. Donc le Glory ne voulait pas donner la ceinture à un mec. Ouais, bien sûr. Alors qu'il restait pas dans l'organisation. Qui depuis a rejoint l'UFC. On passe à parler Dana White Contender Series. Voilà, donc la victoire contre Vakitov, c'est une très grande victoire. Même si, à mon sens, il n'avait pas gagné. Donc quand il arrive à l'UFC, il laisse le kickboxing en ayant gagné 2 ceintures, en étant double champion du Glory, certes, mais en n'étant pas le meilleur combattant pound for pound, si vous voulez parler par là. Et si on parle des plus grands, et Lucas et moi on s'est amusé à les classer pendant plusieurs épisodes d'Au bord du ring d'ailleurs. Un long travail. Je crois qu'il est dans le top 20, mais je ne me rappelle pas bien. Il me semble qu'il est dans le top 20, mais il n'est pas 10e, ni 15e. Cédric Doumbé est devant, je le rappelle. Doumbé est devant, il est entre 15 et 20, Pereira. Donc en fait, on est d'accord, parce que c'est notre conclusion. On a expliqué pourquoi ce ne serait pas le GOAT du MMA, pour différents critères, notamment la longévité et le run trop court. Il est loin d'être le GOAT du kick. C'est impossible d'être GOAT des sports de combat, les gars. Non, c'est trop compliqué. Si le critère, c'est juste de dire il a gagné dans les 2 sports des ceintures, et c'est vrai, il a gagné au Glory, il a gagné l'UFC. Jamais tu pourras lui enlever ça. Et il aura marqué l'histoire de son sport et du sport de combat, ça c'est vrai. Ah mais ça, je renie pas. Bien sûr que tu as marqué l'histoire. Mais si on s'amuse à des mecs qui ont fait 2 sports, Crocop, il est plus haut. Crocop est plus haut. Moi je te disais tout à l'heure, je sais pas il n'a pas été champion de l'UFC, Crocop, mais c'est pas grave, je l'ai plus haut quand même. Je pense que c'est plus fort, je sais pas ce que tu en penses aussi Baba, je pense que c'est plus fort Henri Cejudo. Aller chercher une médaille d'or olympique, c'est très dur. C'est un truc très compliqué. Et prendre des ceintures en fly et en bantamweight quand on sait la qualité des mecs à ces catégories-là, je trouve que c'est plus fort. Ouais, et puis après, je veux rendre hommage à mes amis fans du pied-point. On a un Ernesto Hous qui, la même année, était capable de devenir champion du monde de full, de kick, de muay et de savate. Parce qu'il voulait. C'est autre chose. Et c'est là que tu vois l'œil de popularité de l'UFC crée des trucs en fait et des débats qui sont lunaires en fait. Ouais, et inutile. Il faut pas tout simplement, moi je dirais. Force à vous si c'est le débat que vous voulez avoir. Simplement, c'est pas des débats intéressants. Il faut juste apprécier la carrière de Poatan pour ce qu'elle est. Ouais.
ses accomplissements, faut les apprécier. Il y en a plus pour très longtemps. Voilà, tout simplement. Il fait des choses extraordinaires pour lui. Il marque vraiment son sport, il marque son époque en tout cas. Et on se rappellera des années 2020 comme étant celle d'Alex Pereira en MMA, visiblement. Mais ça va pas plus loin. Comme je t'ai dit, en 2060, il y aura un Jean-Pierre McPherson qui sera trop fort. Je l'avais pas prévu la question, mais s'il bat Ankalaev et qu'on n'a plus grand monde à lui mettre, si l'UFC décide de t'accélérer Vakitov et que, genre, après une victoire, il peut aller défier Poatan, ça te plaît? Ça me plairait, mais il faut faire vite là. Oui, il faut faire vite. Il va falloir que Vakitov fasse ses débuts assez rapidement déjà. Mais ouais, bien sûr que ça me plairait. Ils en sont capables, hein, en vrai. Il fait une belle première victoire, un gros KO, tu vois, premier round. Il n'y a plus personne à mettre. La machine marketing peut se mettre en route. Pour ceux qui n'ont pas vu, déjà, je vous invite à regarder les 2 combats en kick parce qu'ils sont excellents. 2 belles gardes en 5 rounds de 3 minutes. C'est 2 combattants qui sont bien matchés en plus pour le coup. Donc, bien sûr, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup, moi. C'est un des seuls qui m'intéresse dans cette catégorie. Tu préférerais voir ça ou le voir monter en lourd prendre un Aspinall ou un Jones? Non, ça m'intéresserait plus de le voir contre Aspinall. Ouais, quand même. Aussi. Ouais. Mais je titillais le fan de kick. Je voulais voir si le fan de kick allait être au point de me dire non, je préfère Vakitov. Non, ça m'intéresserait. Aspinall, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Baba, c'était intéressant de parler de toutes ces notions et de toutes ces choses. Est-ce que tu as un mot sur le co-main? On a Gedji Fiziev quand même. On devait... Ouais. C'était pas prévu, c'était Gedji Hooker. Hooker est forfait et Fiziev, de toute façon, il y a 5 ou 6 noms qui s'étaient proposés pour venir remplacer. C'est Fiziev. Cool. Revanche de la décision majoritaire gagnée par Gedji, c'était à l'UFC 286. T'intéresse quand même la revanche? Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu du mal à le scorer le premier. Ouais, il est compliqué. En live, j'avais eu Fiziev de base. Donner Fiziev n'est pas une dinguerie. Ouais, donc je suis content qu'il y ait la revanche. On va voir hein, si Fiziev, visiblement, il s'entraînait, il était en forme. Même s'il préparait pas un combat, en tout cas, il était en Thaïlande, il s'entraînait déjà beaucoup. Et donc c'est bien, ça va être un super match-up et Fiziev, il a les armes pour gagner. Encore une fois, c'est un combat qui va se dérouler debout. Tant que c'est un combat debout, Fiziev, il peut le gagner de toute façon. Ah, et j'avais oublié une question sur le débat du GOAT et on conclura cette émission avec ça. Ouais. Je reprends ta formule, le meilleur ou le plus grand. Ouais, MMA, c'est qui le meilleur et c'est qui le plus grand à l'heure où on parle? Selon toi, c'est très perso et très subjectif. Puisque tu fais ce distinguo. Ouais, non, mais bien sûr, et sans aucun problème. Je vais te dire que c'est mon choix personnel de très personnel. Celui que je donnerai aussi sera le mien. Le meilleur, c'est Aldo, et le plus grand, c'est Fedor. Ok. J'hésite quand même à mettre le meilleur JSP. Ça se battra toujours entre les deux. Je vais être clair, j'ai enregistré hier le Fighter Club Legends sur JSP pendant 2 heures avec Nicolas Hoth, que vous retrouverez dans les semaines d'après. Et forcément, quand tu te reprends tout dans la tête son jeu varié, c'est compliqué. Mais ce serait un débat, lui, je mettrais DJ dans le débat. Les trois avec qui je débat, c'est JSP, Aldo et DJ. Comme je dis toujours, moi je donnais mon avis personnel sur le sujet. Je sais qu'il y aura plein de gens qui n'auront pas Fedor en tant que plus grand et c'est pas grave, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Et pour le meilleur, c'est pareil. Mais par contre, j'accepte pas vraiment un des 3 et si tu veux rajoute Jones aussi, je débat pas non plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Si t'as ces noms-là qui sortent, on est ok. Si tu me sors un autre nom, je vais pas être d'accord avec toi. Non, c'est ça. Il faut rester quand même dans le cadre de ceux qui méritaient ça. Merci mon Baba pour toutes ces petites lumières sur ces débats. GOAT, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire aussi. Ouais, c'est important. On a pu remonter l'histoire, avoir des anecdotes. C'est toujours sympa pour la culture, ce qu'on parlait, et transmettre cette culture des sports qu'on aime, les sports de combat. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau Fighter Club. Salut mon Baba, salut à tous, ciao. RMC Fighters Club.